En aidant mes parents à rénover leur maison, je suis entré dans le garage pour prendre des outils et j'ai entendu mon père dire « Je n'arrive toujours pas à croire à quel point il est inutile. Nous devons le supprimer du testament avant qu'il ne nous épuise. » Ma mère a répondu « Je suis déjà en train de m'en occuper. » Mon avocat dit que nous pouvons même reprendre le prêt commercial. Je suis revenu avec les outils et j'ai continué à travailler avec un sourire parfait. 3 jours plus tard, mon téléphone était inondé de 47 messages désespérés me suppliant. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que vous passez une merveilleuse journée, où que vous soyez. J'aimerais que vous partagiez dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez et quelle heure il est là-bas maintenant. Commençons notre histoire ensemble. Vous savez, je n'aurais jamais pensé que je serais assis ici à me vider le cœur devant un tas d'étrangers sur Internet à 3 heures du matin, un verre de whisky ma seule compagnie. Je suis Michael, 34 ans, j'ai construit mon entreprise de construction à partir de rien. J'ai commencé avec un Ford F-150 délabré et une boîte à outils et j'ai fini avec 3 équipes effectuant des travaux dans tout le comté. Mes mains calleuses et cicatrisées par des années de transport de bois et de maniement de marteau témoignent de la vie que j'ai construite. Ce n'est pas exactement Wall Street, mais c'est un travail honnête, ça paie les factures et c'est à moi. De la sueur et du cran à l'état pur. Cette dernière partie, c'est à moi, a toujours été le point de friction avec mes parents, Richard et Eleanor, de la classe moyenne supérieure, une pelouse parfaitement entretenue, une adhésion à un club de golf, tout le tralala. Ils voulaient que j'aille dans leur alma mater, que j'obtienne un diplôme en commerce, que je porte un costume. Mes mains étaient une rébellion silencieuse qu'ils n'ont jamais pardonnée. Ils adorent me présenter avec un soupir, voici notre fils Michael, il est dans la construction, comme si je vendais de la drogue, pas en train de construire des terrasses et de rénover qui ajoutaient une réelle valeur aux maisons des gens. Ma mère avait un sourire crispé, celui qu'elle utilisait quand elle était mécontente mais qu'elle voulait paraître gracieuse, sa main s'agitant souvent pour toucher le collier de perles qu'elle portait toujours. Mon père avait un geste de la main méprisant et un raclement de gorge spécifique qui pouvait me faire sentir insignifiant de l'autre côté d'une pièce. Pendant 34 ans, j'ai couru après un fantôme, le fantôme de leur approbation. J'ai tout essayé, j'ai obtenu des notes correctes malgré la pression, j'ai essayé de parler à mon père de golf même si je m'en fichais, j'ai assisté à d'innombrables galas de bienfaisance avec ma mère en hochant la tête à des conversations sur des gens dont le plus gros problème était de choisir le bon traiteur. J'ai même pris de l'argent auprès d'eux il y a des années, juste après l'université, pour acheter du matériel initial et garder les lumières allumées pendant que je démarrais. Ils ont appelé ça un prêt commercial, j'ai appelé ça eux qui montraient enfin un peu de foi. Nous n'avons jamais parlé des conditions, jamais signé de papier, ça ressemblait plus à un cadeau réticent, une façon pour eux de se sentir impliqués, d'avoir une part au cas où je n'échouerais pas vraiment. J'ai choisi de croire que c'était un geste de soutien, c'était mon angle mort, je suppose, croire qu'ils opéraient à partir d'un lieu de soutien authentique et non de contrôle. Je voulais désespérément les entendre dire « Nous sommes fiers de toi, Michael ». Cette simple phrase était le saint graal que je n'arrêtais pas de chercher. Ces dernières années, les choses s'étaient installées dans une routine tendue, des dîners de vacances polis, de brefs appels téléphoniques artificiels. Ma sœur aînée, Catherine, 38 ans, était leur enfant chéri, une école de commerce, une échelle d'entreprise, un bon mariage, elle correspondait parfaitement à leur moule. Notre relation était cordiale, distante, nous n'avions pas grand-chose en commun au-delà de souvenirs d'enfance partagés qui semblaient avoir des significations différentes pour nous maintenant. Nous existions à la périphérie de la vie de chacun, connectés seulement par le soleil parental autour duquel nous orbitons tous les deux maladroitement. Je me disais que c'était bien, c'était la famille, n'est-ce pas? Vous prenez le bon avec le, eh bien, le pas si bon. Puis est venue la rénovation. Maman et papa ont décidé d'ajouter une véranda à l'arrière de leur maison déjà spacieuse. Papa m'a appelé en hésitant de façon inhabituelle, « Michael, nous nous demandions, avec votre expertise, si vous envisageriez de superviser la partie structurelle et peut-être de vous occuper d'une partie de la charpente. Nous vous paierions bien sur votre tarif habituel. » C'était la chose qui se rapprochait le plus de reconnaître mes compétences. Une chaleur s'est répandue dans ma poitrine, petite et fragile, mais là. Peut-être, juste peut-être, c'était ça, une chance de se connecter, de leur montrer que je n'étais pas si inutile après tout. J'ai accepté immédiatement, offrant une réduction importante sur ma main-d'œuvre pour la famille, ai-je dit, en essayant de ne pas laisser l'espoir transparaître dans ma voix. J'ai commencé à travailler sur les plans, à coordonner avec leur architecte et puis à commencer la démolition et la charpente initiale. C'était un travail physique dur mais satisfaisant.
Être de retour dans la maison où j'ai grandi était étrange. Chaque photo de famille sur le mur, chaque meuble semblait à la fois familier et étranger, comme visiter un musée de la vie de quelqu'un d'autre. L'odeur du vieil argent et du bois poli contrastait fortement avec la sueur de bois et la sueur que je portais avec moi maintenant. Mais cette semaine-là, quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas la tension habituelle, comme quand le swing de golf de papa était mauvais ou que maman était stressée à propos de sa collecte de fonds pour le club de jardinage. C'était différent, palpable. L'air dans la maison semblait épais de mots non dits, comme l'humidité lourde avant une tempête d'été. Ils étaient nerveux, vérifiant leur téléphone quand ils pensaient que je ne regardais pas, chuchotant dans les coins, changeant brusquement de sujet quand j'entrais dans une pièce. Oh Michael, nous étions juste en train de discuter de la météo, gazouillait maman, son sourire trop brillant, ses yeux fuyants, sa main allant à ses perles. Papa se contentait de racler sa gorge de façon méprisante, un son qui me faisait toujours serrer l'estomac. Ils ont commencé à prendre des appels dans l'autre pièce, leur voix basse et urgente. Après 34 ans, vous développez un sixième sens pour leur marque particulière de malaise. J'avais l'impression qu'ils cachaient quelque chose d'important, quelque chose à propos de moi. J'ai essayé de ne pas y penser, peut-être qu'ils avaient des problèmes financiers qu'ils ne voulaient pas partager, peut-être que la rénovation coûtait plus cher que prévu. Je n'ai pas insisté. J'ai juste continué à travailler, à charpenter, essayant de construire cette chose pour eux dans l'espoir que ça construirait un pont entre nous. C'était épuisant, cette performance de normalité, cette lutte constante contre le nœud qui se serrait dans mon ventre. La maison, habituellement un lieu de familiarité réticente, a commencé à me paraître hostile. Chaque craquement de plancher et chaque cadre de tableau parfait était un jugement. C'était jeudi après-midi. La charpente se passait bien, mais j'avais besoin d'un accessoire de scie spécifique du garage. J'ai essuyé la sueur de mon front avec le dos de ma main, laissant une traînée de sueur de bois et de terre, et je me suis dirigé vers la porte latérale. Le garage n'était pas seulement un garage, il était rempli de décennies de leur vie, des boîtes de déclarations fiscales anciennes, des clubs de golf poussiéreux, des fournitures de jardinage, des bacs de rangement en plastique décolorés remplis de qui sait quoi. Ça sentait l'essence, l'engrais et le papier vieilli, un parfum qui était à la fois nostalgique et vaguement suffocant. Alors que j'atteignais la poignée, j'ai entendu leur voix basse, urgente, venant de juste à l'intérieur. Ils parlaient de moi. Ma main s'est figée sur la poignée de porte. Mon cœur n'a pas seulement battu, il a commencé à essayer de se frayer un chemin à coups de marteau-piqueur hors de ma poitrine. Chaque goutte de sang dans mon corps s'est transformée en glace. Les mots m'ont frappé comme un coup physique, me coupant le souffle. Je n'arrive toujours pas à croire à quel point il est inutile, j'ai entendu mon père dire. Sa voix, habituellement si contrôlée et mesurée, était empreinte de frustration et de mépris. Nous devons le supprimer du testament avant qu'il ne nous épuise. Nous épuise. Inutile. Après que j'ai offert mon temps, mon expertise, ma main-d'œuvre à prix réduit pour construire leur fichue véranda. Après les années que j'ai passées à essayer. L'expression « pour le bien de la famille » résonnait moqueusement dans ma mémoire. Puis la voix de ma mère, froide et aiguë comme de la glace brisée, je suis déjà en train de m'en occuper. Mon avocat dit que nous pouvons même reprendre le prêt commercial. Le prêt commercial, celui que je pensais être un geste de foi. Ils essayaient de l'utiliser comme une arme, de rappeler l'argent donné il y a des années, l'argent que j'avais utilisé pour construire l'entreprise même qu'ils dédaignaient. Non seulement me déshériter, mais récupérer tout ce qu'ils pouvaient, me traitant de drain. La trahison était une force physique, me frappant au ventre, me faisant me plier en deux juste devant la porte. Mes poumons se sentaient écrasés comme si quelqu'un avait enroulé du fil de fer barbelé autour d'eux. Toutes les années à essayer, tous les affronts ignorés, toutes les critiques subtiles, ils se sont fondus en cette conversation brutale entendue par hasard. C'était la vérité, c'était qui ils étaient, ma famille. D'une manière ou d'une autre, je me suis redressé. La douleur était instantanée, brûlante, mais elle a été rapidement éclipsée par une résolution froide et dure que je ne savais pas posséder. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de savoir que j'avais entendu, pas encore. J'ai ouvert la porte du garage, les vieux ressorts gémissants masquant le bruit de ma respiration saccadée. Je suis entré, mes yeux cherchant l'accessoire, mon visage un masque vierge. Mes parents étaient debout près du fond, ayant l'air surpris comme des enfants pris la main dans le pot de biscuits, sauf que le pot de biscuits contenait mon avenir. Oh Michael, juste eux, en train de chercher de vieilles photos, a dit maman trop rapidement, une agitation nerveuse dans ses mains allant directement à ses perles.
Ouais, juste en train de ranger des trucs, a ajouté papa, évitant mon regard, faisant un petit raclement de gorge méprisant. Trouvé, ai-je dit, ma voix sonnant anormalement calme, plate. J'ai trouvé l'accessoire, l'ai attrapé et me suis retourné. D'accord, retour au travail. Je suis sorti de ce garage, laissant une partie de moi derrière, le fils plein d'espoir, celui qui aspirait encore à leur fierté. Quand je suis retourné au cadre de la véranda, j'ai mis l'accessoire sur la scie. Mes mains tremblaient, non seulement à cause du travail, mais à cause de la rage et de la douleur refoulée. Je me suis forcé à me concentrer, à mesurer, à couper, à clouer. À chaque coup de marteau, je ne construisais pas seulement une véranda, j'enterrais le vieux Michael. J'ai affiché un sourire parfait sur mon visage quand ils sont venus vérifier les progrès, posant des questions anodines sur les matériaux, sur le calendrier. Ça sentait fragile comme du verre, prêt à se briser, mais ça a tenu. L'effort de maintenir ce masque était épuisant, me drainant plus que le travail physique. L'odeur du bois fraîchement coupé, habituellement un réconfort, me paraissait maintenant gâchée. J'ai terminé pour la journée, emballé mes outils et suis rentré chez moi. Au moment où j'ai fermé ma porte d'entrée derrière moi, le masque s'est brisé. Je me suis effondré sur le sol de mon salon, la sueur de bois et la terre me collant encore à la peau, et j'ai enfin laissé les vagues d'agonie déferler sur moi. J'ai pleuré, j'ai enragé, j'ai frappé le coussin du canapé jusqu'à ce que mes jointures me fassent mal. 34 ans à essayer et c'était ça? Inutile, un drain, quelque chose à supprimer, trait. Mais sous la douleur, autre chose se remuait. Une résolution froide et dure. Ils avaient fait leur geste. Ils faisaient intervenir des avocats. Ils planifiaient. Ce n'était pas juste un drame familial, c'était une prise de contrôle hostile de mon passé, une tentative de contrôler mon avenir et de redéfinir l'histoire. Le prêt commercial, ce n'était pas un prêt au sens réel du terme, c'était de l'argent de départ donné quand je n'avais rien, présenté comme un moyen de m'aider à construire quelque chose qui à son tour reflétait bien, peut-être pas la gloire, mais au moins quelque chose qu'ils pouvaient montrer. Ils essayaient de transformer un prétendu cadeau en levier, en une arme. Je n'allais pas rester là à rien faire. Mes années dans la construction m'ont enseigné sur les fondations, sur la structure, sur ce qui arrive quand les choses sont instables ou construites sur du bois pourri. La fondation de ma famille était pourrie, mais j'avais construit ma propre structure solide, mon entreprise, ma vie. Il était temps de la protéger. Il jouait salement. D'accord, je pouvais jouer stratégique. J'ai sorti mon ordinateur portable, et commencé à parcourir de vieux emails, des relevés bancaires d'il y a 10 ans, à creuser. Je me souvenais vaguement avoir signé quelque chose, mais ça semblait informel, comme une formalité pour les satisfaire, pas un véritable accord de prêt. Au milieu de la tourmente, j'ai appelé mon ami Marc. C'est un vieux copain du lycée, maintenant avocat immobilier. J'ai hésité à l'impliquer dans mon drame familial désordonné, mais j'avais besoin de conseils objectifs. Je lui ai tout expliqué, la conversation entendue par hasard, le testament, le prêt commercial, le comportement étrange récent de mes parents. Marc a écouté patiemment, sa voix calme et stable, une bouée de sauvetage dans la tempête que je traversais. D'accord, d'abord mec, je suis vraiment désolé que tu traverses ça, a-t-il dit. Sa simple empathie était une bombe, ça m'a fait réaliser à quel point je me sentais isolé, à quel point j'avais normalisé leur comportement. C'est foutu. Les trucs de famille comme ça, c'est le pire. Il a validé mes sentiments, ma suspicion que ce n'était pas un conflit normal mais une cruauté calculée. Il m'a donné des conseils préliminaires. Le droit successoral est complexe, mais déshériter un enfant est généralement simple, sauf si des promesses spécifiques ont été faites qui pourraient être prouvées. Sur le prêt, il a confirmé que sans un accord formel signé avec des conditions claires, surtout après tant d'années, il serait incroyablement difficile pour eux de l'appliquer légalement. Ça sonnait, comme il l'a dit, comme un cadeau qu'ils essayaient de redéfinir rétroactivement comme un prêt pour faire levier. Cette confirmation était comme une poutre solide ajoutée à ma structure interne branlante. Ce n'était pas tout dans ma tête, je n'étais pas inutile. Puis je lui ai parlé de la rénovation, du travail important que j'avais déjà fait, des matériaux que j'avais payés ou dont j'étais responsable. Son cerveau d'avocat s'est immédiatement illuminé. « Michael, tu es un entrepreneur, n'est-ce pas? Tu travailles sur leur propriété. Les as-tu facturés pour le travail et les matériaux jusqu'à présent? Non, pas encore. J'allais régler ça une fois la phase de charpente terminée, offrir une réduction, tu sais, pour la famille.
L'ironie avait le goût de cendre. D'accord, voilà une idée, a dit Marc d'une voix ferme. Si tu as un accord pour être payé, ou même un accord implicite basé sur l'étendue du travail que tu fais, tu peux déposer ce qu'on appelle un privilège de constructeur sur la propriété. C'est une réclamation légale qui garantit que tu es payé pour la valeur que tu as ajoutée. Ça les empêcherait de vendre ou de refinancer sans régler ta réclamation. Ça bloquerait aussi leur projet immédiatement. C'était un point de levier puissant et immédiat, directement lié à mon expertise et au travail que je faisais déjà sur leur maison. C'était la contre-mesure parfaite, stratégique, légale et ça les frappait là où ça faisait le plus mal, leur propriété et leur plan. Ce n'était plus une question d'argent pour le travail de rénovation lui-même, c'était une question d'affirmer ma valeur et de me protéger d'être supprimé et dépouillé. Au cours de la journée suivante, j'ai rassemblé la documentation nécessaire pour le privilège, des estimations, des reçus de matériaux, un journal de mes heures. J'ai rédigé une facture formelle pour le travail effectué jusqu'à présent, même avec la réduction familiale promise. Et j'ai continué à creuser dans les archives numériques. Puis je l'ai trouvé, caché dans un vieux dossier de stockage en nuage depuis que je les avais aidés à configurer un nouvel ordinateur il y a des années. C'était un document scanné et étiqueté Michael, conditions de prêt, brouillon. Il n'était pas signé par moi, mais c'était un document interne clair montrant leurs conditions, un taux d'intérêt exorbitant, une clause de demande qu'ils pouvaient déclencher à tout moment et une note glaçante en marge dans l'écriture de ma mère, s'assurer que c'est légalement solide pour protéger les actifs, faire levier dans les discussions sur l'héritage. C'était une preuve accablante qu'ils l'avaient toujours vu comme une laisse, pas comme une aide. Trouver ce brouillon, voir leurs calculs froids en noir et blanc a solidifié ma détermination. La douleur était toujours là, une douleur sourde, mais elle était maintenant alimentée par une colère justifiée. Ils n'étaient pas seulement émotionnellement distants, ils étaient financièrement manipulateurs et légalement prédateurs. C'était la preuve concrète qui transformait leur complot entendu par hasard en un modèle de comportement prouvable. Marc m'a mis en contact avec un collègue spécialisé en droit immobilier et en privilèges. Nous avons tout examiné. La stratégie était solide. Déposer le privilège immédiatement, contester formellement le prêt commercial en se basant sur les preuves et l'absence d'un accord valide. Ne pas s'engager émotionnellement, communiquer par le biais de canaux juridiques. C'était surréaliste de planifier une action en justice contre mes propres parents. Ça allait à l'encontre de tous les instincts ancrés de loyauté familiale, de toutes les leçons sur l'honneur de ta mère et de ton père. Mais cette conversation dans le garage, ce projet de document, ils avaient rompu cette loyauté en premier. Ils m'avaient montré leur définition de la famille, et c'était une transaction, un moyen d'arriver à une fin. Le lundi matin, moins de 3 jours complets après que je les ai entendus par hasard, mon avocat a déposé le privilège de constructeur contre leur propriété. La paperasse a été soumise, la réclamation enregistrée, les roues étaient en mouvement, il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'ai continué ma journée, gérant mes équipes, signant des factures, en surface juste un lundi normal, mais à l'intérieur, je me préparais, j'attendais. Les messages ont commencé vers l'heure du déjeuner. D'abord, un seul texto de ma mère, Michael appelle-moi immédiatement, il y a un problème avec la maison. Puis un de mon père, qu'est-ce que cette absurdité juridique, appelle-nous maintenant. Et puis ils ont commencé à affluer comme une putain d'inondation. Mon téléphone vibrait sans relâche dans ma poche, un bourdonnement constant contre ma cuisse. Je l'ai sorti et je les ai juste regardés s'empiler sur mon écran de verrouillage. 47 messages de 2 en quelques heures seulement. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé. J'ai vu la progression, une descente dans la panique. Confusion initiale, qu'est-ce que ce privilège? Pourquoi le comté a-t-il appelé? Nos permis sont bloqués. Colère montante, comment oses-tu faire ça? Tu nous saboteras, ton père est furieux. Panique, les constructeurs sont partis, nous ne pouvons pas continuer les travaux, nous perdons de l'argent tous les jours. Gaslighting, c'est un malentendu, appelle-nous et nous t'expliquerons. Tu surréagis, Michael, ne fais rien de précipité, tu blesses ta mère, pense à la réputation de la famille. Supplication, s'il te plaît, appelle-nous, on peut arranger ça, ne fais pas ça à ta propre famille, on t'aime, fils, parlons comme une famille, on t'aime, fils. Les mots avaient le goût de cendre dans ma bouche après ce que j'avais entendu quelques jours auparavant. La rapidité et le volume de leurs réactions étaient époustouflants. C'était de la panique pure et sans mélange que je les avais frappés là où ils étaient le plus vulnérables, leurs finances et leur image soigneusement entretenues. L'arrêt brutal de la rénovation était une preuve publique que quelque chose n'allait pas sérieusement,
une fissure très visible dans leur façade parfaite que tout le quartier pouvait voir. C'était un moment de justice pour moi, de les voir se démener, de voir leur contrôle se briser. Il ne s'agissait pas de jubiler, il s'agissait de la réalité crue que leur panique était la preuve de leur culpabilité, la preuve qu'ils avaient eu l'intention de me faire du mal et qu'ils en subissaient maintenant les conséquences qu'ils n'avaient jamais prévues parce que j'avais osé me défendre. Ils pensaient que j'étais inutile, mais mon métier inutile venait de geler leurs actifs. Puis, au milieu du chaos, un message de Catherine. Son premier message était prudent, « Et Mike, que se passe-t-il avec maman et papa ? Il semble vraiment bouleversé à propos de la maison. Sœur apparemment innocente et inquiète. » Mon cœur a fait un petit bond stupide. Peut-être qu'elle ne savait pas, peut-être qu'elle pourrait être un pont, quelqu'un qui voyait la raison. Mais puis est venue la suite, quelques minutes plus tard, ils ont dit quelque chose à propos d'un privilège, est-ce vrai ? Ils disent que tu essaies de causer des problèmes. Tu devrais juste leur parler et arranger ça. N'écoute pas les conseils extérieurs. C'est la famille, nous réglons les choses en interne. N'écoute pas les conseils extérieurs, nous réglons les choses en interne. Ce langage, il reflétait des choses que mes parents avaient dites dans le passé, essayant de m'isoler, de contrôler ma perspective, de garder leur secret contenu. Et la rapidité avec laquelle elle a adopté leur récit, présentant ma défense juridique comme causant des problèmes, me blâmant implicitement, ça m'a frappé fort. Elle n'était pas une spectatrice innocente prise au milieu, elle n'était pas une alliée. Elle était alignée avec eux, faisant partie de l'unité, peut-être même au courant de leur plan ou au moins prompte à s'aligner et à exercer une pression. La sœur qui, je pensais, pourrait offrir un peu de compréhension n'était qu'une autre extension de leur contrôle et de leur jugement, utilisant le même langage manipulateur. C'était une trahison d'une autre nature que la froide planification de mes parents, la trahison d'un lien potentiel, mais tout aussi douloureuse. L'unité familiale dans laquelle j'avais longtemps aspiré à être pleinement accepté ne se contentait pas de m'exclure, elle travaillait activement contre moi. Même le lien fraternel se révélait fragile et conditionnel. Je n'ai répondu à aucun d'eux, ni aux parents paniqués, ni à la sœur subtilement manipulatrice. J'ai passé la soirée dans une réflexion tranquille, le silence de mon propre appartement un contraste bienvenu avec le bourdonnement de mon téléphone. La douleur était toujours là, une douleur profonde, mais c'était plus propre maintenant, moins de confusion, plus de clarté. Ils m'avaient tous montré qui ils étaient et qui ils n'étaient pas. Ils n'étaient pas un refuge sûr, ils étaient une tempête dont je devais m'éloigner. Au cours des semaines suivantes, le processus juridique s'est déroulé. Il y a eu des échanges tendus entre mon avocat et le leur. Ils ont d'abord fanfaronné, menaçant de poursuites reconventionnelles, essayant de me dépeindre comme l'agresseur, le fils ingrat qui détruisait la vie de ses pauvres parents. Mais les preuves que j'avais concernant le document à Michael, conditions de prêt, brouillon étaient puissantes. Ils montraient l'intention et contredisaient directement leurs allégations d'une dette formelle reconnue. Mon avocat a fermement réfuté leurs accusations, présentant mon cas pour le privilège de constructeur basé sur le travail valide effectué. Le levier était indéniable. Ils ne pouvaient pas poursuivre la rénovation, qui était maintenant une coquille à moitié finie, une horreur. Ils ne pouvaient pas facilement vendre la maison ou refinancer pour payer les coûts croissants et les frais juridiques qui s'accumulaient. Leur image publique était compromise parmi leurs voisins et la communauté qui leur importait tant. Les gens parlent quand une rénovation majeure s'arrête soudainement et que des avocats s'en mêlent. Les messages paniqués ont cessé, remplacés par une communication froide et formelle par le biais de canaux juridiques. L'issue n'a pas été une fin hollywoodienne, et c'est bien ainsi. C'était réel. La question du prêt commercial a été réglée. Mon avocat a plaidé avec succès qu'il n'avait jamais été une dette formelle et le projet de document prouvait leur intention manipulatrice. Je n'ai pas essayé de récupérer plus que le montant principal que j'avais reçu initialement il y a des années, refusant tout intérêt ou paiement supplémentaire qu'ils ont essayé d'offrir pour que ça disparaisse rapidement. Il ne s'agissait pas de profit, il s'agissait de justice et de principe. J'ai également reçu une juste compensation pour le travail de rénovation que j'avais effectué, y compris les matériaux. La relation familiale, elle avait disparu à jamais, altérée. Il n'y a pas eu d'excuses sincères, pas d'épiphanie soudaine de leur part. Leur dernière communication, même par le biais d'avocats, contenait un soupçon de grief, un sentiment que je les avais lésés en n'acceptant pas tranquillement leur plan et en osant me défendre. Leur comportement caractéristique, le raclement de gorge méprisant, le toucher de la perle, le langage passif-agressif, n'étaient plus que des souvenirs douloureux, des symboles d'une dynamique toxique dont je me accent aigu. T'es échappé.
Catherine a complètement cessé de m'envoyer des messages. J'ai appris par un cousin éloigné qu'elle disait à ses amis que j'avais profité de nos parents. Il avait toujours été difficile. La façade a tenu bon pour le monde extérieur, mais le noyau était brisé. La douleur de perdre l'espoir de la famille que j'avais toujours voulu a blessé profondément. Il y a une sorte de deuil unique à pleurer des relations avec des personnes qui sont encore en vie mais qui choisissent de ne pas vraiment te voir ou t'apprécier. Pendant un certain temps, j'ai ressenti un vide, un espace où l'aspiration à leur approbation se trouvait autrefois. Mais lentement, progressivement, cet espace a commencé à se remplir de paix, d'acceptation de soi. J'ai cessé de me remettre en question, j'ai cessé de traduire mes choix de vie dans un langage qu'ils pourraient approuver. J'ai regardé mes mains, non plus seulement cicatrisées, mais des mains capables qui construisent quelque chose de réel, des mains qui signent les documents pour me protéger, des mains qui pourraient construire un avenir différent. Je me suis concentré sur mon entreprise, sur mes amis, ma famille choisie qui célébrait mes succès et me soutenait à travers les retombées, des gens qui m'appréciaient non pas pour ce que je pouvais leur donner ou dans quelle case je rentrais, mais pour qui j'étais. Nous avons construit des fondations plus solides là-bas, basées sur le respect mutuel, l'honnêteté et l'affection sincère. Mon appartement rempli des outils de mon métier et du joyeux fouillis de ma propre vie ressemblait à un sanctuaire, contrairement à la perfection de musée de leur maison. Les leçons, elles n'étaient pas simples comme une morale à la fin d'une fable. Elles étaient complexes, gravées dans mon expérience. J'ai appris que le respect de soi n'est pas égoïste, il est essentiel à la survie. Que fixer des limites, même avec sa famille, n'est pas un acte d'agression, mais un acte d'auto-préservation et d'amour de soi. J'ai appris que la vraie famille n'est pas toujours une question de sang, c'est une question de respect, de confiance et de soins sincères, des relations que tu construis et pas seulement que tu hérites. Et j'ai appris que la vérité, même une vérité douloureuse et laide comme celle que j'ai entendue par hasard, a un pouvoir que la manipulation ne pourra jamais vraiment vaincre. Elle te libère pour construire ta propre vie sur un sol solide. En regardant en arrière, ce moment dans le garage était la fin d'une histoire mais le début de la mienne. L'histoire où j'ai cessé d'être le fils essayant de gagner l'approbation et où j'ai commencé à être l'homme construisant ses propres fondations. Les cicatrices sont toujours là, physiques sur mes mains, émotionnelles dans mon cœur, mais elles sont maintenant des symboles de ce à quoi j'ai survécu, de ce que j'ai construit et de la durement gagnée liberté que j'ai trouvée. Peut-être que certains d'entre vous qui regardent ça se sont sentis invisibles, sous-estimés ou comme un étranger dans votre propre famille. Peut-être avez-vous dû faire des choix impossibles pour protéger votre paix ou votre valeur. Ce n'est pas facile, c'est une route solitaire parfois, mais vous n'êtes pas seul et votre valeur n'est pas déterminée par l'incapacité de quelqu'un d'autre à la voir. Vous pouvez construire vos propres fondations. Que signifie vraiment la famille pour vous? Avez-vous déjà dû vous battre pour votre propre valeur au sein de votre famille? Partagez votre histoire ci-dessous.